Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Locale. Merci beaucoup d'être avec nous, à mes côtés, comme dans chaque Planète Locale, Julie Rampal de chez Gomet. Salut Julie. Ça Salut va? Jean, ça va et toi? Notre invité aujourd'hui, c'est Damien Pigat. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de la communication et ingénieur chez Atmosud. On va parler avec vous dans quelques instants d'une pollution particulière que l'on connaît bien à Marseille, c'est la pollution du trafic aérien. Mais avant ça, on fait l'actualité de la semaine avec Julie. Et l'actualité de la semaine, Julie, ça concerne le développement de l'éolien sur notre territoire qui pose de nombreuses questions. Oui, ça y est, les 3 éoliennes du projet Provence Grand Large ont été installées au large de Fos, à 17 km des côtes plus précisément. EDF Renouvelable, qui porte le projet, a organisé une sortie en mer mercredi dernier pour montrer ces éoliennes à la presse. Alors, c'est important parce que cette ferme éolienne, ces 3 éoliennes, c'est une étape préalable à l'installation d'une ferme plus grande de 250 MW d'ici 2030, puis à terme 500 MW. Cette démarche s'inscrit dans une logique de transition énergétique puisque l'objectif est d'éviter à terme l'émission d'1 million de tonnes de CO2. Et pourtant, le projet est pointé du doigt par les associations pour son impact sur la biodiversité. En effet, actuellement, des doutes persistent sur l'impact, notamment sur les populations d'oiseaux migrateurs. On peut citer la maire des Saintes-Maries de la Mer, Christelle Hayet, qui parle de hachoir à oiseaux pour les qualifier. Et justement, c'est la proximité avec le parc de Camargue et ces oiseaux qui interrogent. Mais du coup, que fait EDF pour limiter l'impact environnemental? Alors, lors de la visite en mer, EDF a expliqué avoir mis en place plusieurs dispositifs. Il y aura par exemple des effaroucheurs pour détourner la trajectoire des oiseaux en cas de collision. Concrètement, ça serait un infrason inaudible pour nous. Des nids seront également créés pour certaines espèces. Et enfin, EDF veut faire de Provence Grand Large un outil pour mesurer l'impact des éoliennes sur la biodiversité en installant des radars qui permettront de mesurer cet impact. Et les données seront ensuite prises en compte pour le développement des futures fermes éoliennes. Merci Julie, on passe tout de suite à notre invité. L'invité, je vous ai présenté tout à l'heure, c'est Damien Pigat. Vous êtes directeur de la communication et ingénieur chez Atmosud, que l'on connaît bien ici sur BFM Marseille-Provence. Alors, on va parler avec vous et avec toi, Julie, d'un thème un peu d'actualité, parce que on a eu la Journée mondiale de la qualité de l'air récemment. C'est la pollution générée par le trafic aérien. Oui, et Atmosud, vous organisiez vendredi dernier, si je ne me trompe pas, un webinaire dédié à cette thématique à l'occasion de la journée de la qualité de l'air le 14 octobre dernier. Alors pourquoi ces thématiques? Est-ce qu'il y a des besoins de s'alarmer plus précisément maintenant à ce sujet? Alors bonjour à tous, oui, alors on a fait un webinaire dédié à ce sujet pour justement pouvoir faire l'état des lieux sur ce secteur d'activité, pouvoir voir quels étaient les différents acteurs qui allaient travailler sur cette question-là, pour voir quel était l'état des études que l'on avait menées et quelles étaient finalement dans une perspective les actions qu'on allait pouvoir avoir. Alors sur les enjeux, alors effectivement quand on est à Marseille, l'aéroport n'est pas en proximité directe de la ville. Si on va regarder finalement les impacts sur la qualité de l'air dans l'agglomération marseillaise au cœur de ville, ça va être principalement plutôt les transports routiers qui vont être une des causes de la pollution. Si on se décale vers la mer, on va effectivement avoir la proximité du port avec là aussi une source importante de pollution. Et quand on va aller vers les aéroports, effectivement, dans cette proximité, on peut avoir une pollution associée à ce secteur d'activité. Mais malgré tout, on a des habitations quand même qui sont proches de l'aéroport, à Marignane. Est-ce qu'elles sont fortement impactées par cette pollution? Alors, ce qu'on voit, c'est quand on regarde finalement les polluants classiques qu'on a l'habitude d'observer, finalement, comme on est dans un milieu qui est quand même plutôt ouvert, dans un aéroport, on va avoir peu d'arbres, peu de bâtiments, donc on va avoir une pollution qui va très facilement, qui va se disperser. Et donc on va avoir des niveaux ambiants qui vont être moins importants que lorsqu'on est en cœur de ville, où on a des bâtiments qui sont resserrés, un air qui se renouvelle très peu, plusieurs sources de pollution. Donc on va avoir des niveaux qui vont être moindres qu'en milieu urbain pour des polluants classiques. Par contre, on a mesuré des particules ultra fines. Alors les particules ultra fines, on dit qu'est-ce que c'est? On dit ultra fine parce qu'en fait ce sont des particules qui sont de l'ordre de quelques nanomètres. Donc pour avoir une idée, c'est 10 puissance
moins 9, donc ça veut dire que c'est vraiment bien plus petit, hein, même qu'un cheveu, et donc ce sont des particules qui vont entrer très en profondeur dans l'appareil respiratoire, et elles sont tellement fines qu'elles vont pouvoir passer la frontière sanguine et se retrouver dans tous nos organes, dans le cerveau, dans le cœur, partout. Donc c'est celles qui ont le plus d'impact sur notre santé. Et donc quand on a fait ces mesures effectivement en proximité des aéroports, on a vu qu'on avait des taux importants justement de concentration de ces particules ultra fines. On pouvait monter, lorsqu'on était sur des pics de concentration, à des concentrations qui étaient supérieures à 300 000 particules par centimètre cube. Pour se donner un ordre d'idée, à Marseille, derrière le parc Longchamp, donc quand on est en fond de ville à Marseille, en moyenne on est à peu près à 12 000. Donc on peut avoir effectivement des concentrations en pic qui sont très importantes de ces particules ultra fines. Là, les études dont vous parlez, elles ont été menées sur Marseille-Provence, sur l'aéroport de Marignane, sur les particules ultra fines. Alors, elles ont été menées sur l'aéroport de Nice, où on a fait effectivement une étude. On avait positionné justement une station qui mesurait ces composés-là. On prévoit d'aller sur l'aéroport de Marseille en 2024 pour pouvoir justement étudier ces particules ultra fines. Mais ces informations, finalement, on les retrouve aussi dans la littérature scientifique. On les retrouve également dans d'autres études qui ont été menées. Et à l'occasion de ce webinaire, on avait aussi notre homologue de Nantes qui nous présentait aussi ces résultats d'études qu'ils avaient fait justement sur l'aéroport de Nantes, où là, ils avaient également mesuré donc, des particules ultra fines, et on voyait que même à des distances de plusieurs kilomètres, on pouvait retrouver encore des contributions significatives de cette source-là sur des concentrations de particules ultra fines. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, quand les avions font leur approche sur la rade, ça ne pollue pas forcément, parce que vous dites que l'aéroport n'est pas dans le centre-ville, mais quand même, les avions survolent quasiment toute la rade avant d'atterrir. Il n'y a pas de conséquences ? Alors si, mais quand ils vont contribuer finalement à un niveau de fond. Finalement, quand on est en altitude, finalement les particules vont se disperser, et donc on va pas finalement, quand on est sous une voie aérienne, on va pas retrouver des niveaux non plus qui vont être forcément très importants. On va être dans un niveau de fond. Et donc, on ne va pas avoir forcément des concentrations les plus importantes. C'est vraiment en proximité, finalement, des pistes que l'on va retrouver les concentrations les plus importantes. Par contre, là, on parle des polluants sanitaires. Il y a également un impact de cette activité-là sur les émissions de gaz à effet de serre, et donc un impact sur le climat de notre planète. Et ça, par contre, quel que soit l'endroit où on va émettre justement ces gaz à effet de serre, on a un impact sur l'ensemble du globe. Et vous parlez des émissions de gaz à effet de serre, les polluants, etc. Est-ce qu'un avion est aussi polluant lorsqu'il est dans les airs que quand il décolle ou quand il atterrit ? Quel est le moment où il émet le plus en réalité ? Alors, c'est vrai que suivant les phases de l'avion, on va avoir différentes émissions. C'est vrai qu'au moment de la poussée, lorsque l'avion va décoller, c'est là qu'il va avoir la principale consommation. Et donc c'est là qu'il va émettre principalement. Et donc c'est là où on va retrouver finalement les principales émissions. On a aussi beaucoup d'émissions associées finalement à l'usure des aéronefs, donc notamment lorsqu'ils vont rouler et lorsqu'ils vont atterrir, lorsqu'ils vont décoller. Finalement, l'usure des équipements, c'est comme pour une voiture. Lorsqu'on va freiner, on va émettre des particules. On va user les pneus, on va user la piste, on va user tous les équipements. Et donc là, effectivement, on va avoir aussi des émissions supplémentaires associées à toute l'usure des équipements qu'on peut avoir. On a une dernière question. Bien sûr. L'impact sur la santé aussi, peut-être. Oui. Alors avant ça, il y a ce projet d'extension de l'aéroport Marseille-Provence. L'aéroport fait partie de votre gouvernance à Atmosud. Qu'est-ce qu'on peut en penser de cette extension ? Est-ce que ça va générer encore plus de trafic, encore plus de polluants ? Qu'est-ce que vous conseillez à l'aéroport pour limiter les dégâts ? C'est vrai que l'aéroport est un adhérent d'Atmosud. Nous, on est là pour objectiver finalement une situation et pouvoir poser le diagnostic le plus juste. C'est-à-dire qu'au travers des chiffres qu'on va restituer, on va pouvoir savoir justement quels sont les principaux postes d'émission, quelles sont les principales activités. Est-ce que ce sont les moyens courriers, les longs courriers qui sont les principaux émetteurs ? Et c'est ces résultats-là qu'on va livrer à la fois à l'aéroport, mais qu'on va rendre public au travers justement de nos différents outils et des différentes études qu'on a menées. Et ensuite, chacun des acteurs peut se saisir justement de ces données-là et avoir un débat pour savoir justement les meilleures actions à mener pour bien évidemment chercher à améliorer la qualité de l'air et pouvoir réduire son impact sur le climat. Merci beaucoup, Damien Pigat, de nous avoir livré toutes ces explications. Vous reviendrez nous voir pour les soucis de santé que cela cause également. On passe tout de suite à l'objet de la semaine, Julie. C'est un objet immatériel. C'est un site internet. On revient sur le sujet des oiseaux. Tu nous présentes une initiative originale pour contribuer à la protection d'une espèce bien connue en Camargue. Oui, et Jean, et si tu adoptais un flamant rose ? Je ne sais pas si ça te dirait. Bon, alors c'est ce que joli, propose. Oui, c'est ce que propose la fondation La Tour du Valat, qui étudie les zones humides en Camargue. Bon, il n'est pas question d'avoir un flamant rose dans son salon, bien évidemment. L'idée, c'est de le parrainer à distance et plus largement de financer par ce biais-là la recherche sur les flamants roses. Alors pourquoi ? Alors ça fait depuis les années 70 que La Tour du Valat mène des recherches sur cette espèce qui a été menacée à un moment donné
Elle étudie leur migration puisque les flamants roses bougent dans la région. Alors aujourd'hui, ce n'est plus une espèce menacée et c'est justement pour conserver cette préservation que la Tour du Valat a mis en place ce dispositif puisque les zones humides sont quand même des espaces menacés notamment par l'activité humaine. Alors concrètement, comment ça marche? Vous avez 3 formules, une à 25 € par an pour parrainer soit un mâle, soit une femelle, sans forcément choisir. Vous pouvez également parrainer un membre d'une famille, donc un grand-parent, un parent, voire un bébé flamant rose. Et la formule à 100 € où vous choisissez un individu en particulier, mâle ou femelle, son année de naissance et jusqu'à son prénom. Ça peut être une jolie idée de cadeau pour une naissance, par exemple, d'offrir un flamant rose qui est né la même année. À noter qu'il est possible de déduire le montant du parrainage des impôts. Par exemple, pour une formule à 100 €, vous ne paierez en réalité que 34 €. Merci beaucoup. Julie, merci à tous les deux. Reste avec nous sur BFM Marseille Provence. L'actu revient dans un instant.